à tous et merci d'être venus. Cette journée s'inscrit dans l'axe 3 de la MSHS, les frontières du corps, thématique 1, corps et BD. Nous remercions donc ces responsables, mais aussi les différents organismes qui nous ont apporté leur soutien, les laboratoires STEAM et ARMA, les ED Biosanté et Humanité, la Commu et notre hôte aujourd'hui, l'Espace Mendes France. Enfin, nous remercions les intervenants et Richard Guérino de s'être prêté au jeu de l'interdisciplinarité. Et encore une fois, merci pour cette superbe affiche qui vraiment parle très bien, je pense, de la journée. Je remercie aussi chaleureusement et à titre personnel toutes les personnes qui depuis 1 an nous ont fait confiance et nous accompagnent dans notre aventure. Je le dis ici car c'est important pour un doctorant de se sentir épaulé, accompagné dans cette démarche qui est pour moi une première. Et bien qu'on nous le conseille fortement lors de notre formation, ce n'est pas une évidence. Donc encore une fois, merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus pendant cette 1 an, on va dire, et qu'on soit ici aujourd'hui. Donc en introduction, y a-t-il un monstre dans vos gènes? Homéobox, forme et histoire du corps. Si nous demandons à 5 personnes de dessiner un monstre, nous obtiendrons 5 dessins différents. Pourtant, les 5 seront considérés comme des monstres par les observateurs, car ils seront qualifiés comme tels. Le freak, l'étrange, la normale, le hors norme, l'autre, de nombreux termes sont employés pour définir un corps monstrueux. De même, les réactions à la vue de ce corps sont diverses et nombreuses. Peur, rejet, curiosité, fascination, moquerie, etc. Tout repose sur cet instant et cette action qui est celui de la vision de ce corps. Tout se joue dans le regard du spectateur, c'est-à-dire l'œil du spectateur. La différence est regardée, observée et exposée par une majorité sur une minorité que l'on montre. Ce ne serait pas un hasard si l'étymologie communément admise au terme monstre, monstrum, proviendrait du latin monstrare, montrer. Pourtant, comme le soulignent les études respectives sur la Rome antique de Blandine Cuny-Le Calais et de Caroline Husquin, ce terme de monstre pourrait également dériver de monere, soit avertir. Avec ce dernier terme, nous entrons dans une sphère religieuse et un système de croyances. Ce sont les prodiges, des signes, des menaces ou des messages des dieux aux hommes, annonciateurs de mauvaises nouvelles, comme par exemple la rupture de la Pax Deorum. Alors que dans un même temps, la noblesse de la société romaine raffolait de ces freak shows, et plus particulièrement des nains considérés comme divertissants, tout en ayant une fonction apotropaïque, c'est-à-dire protectrice. Des sources comme Longin, Plutarque ou Sénèque le Rhéteur évoquent l'idée d'un commerce florissant à Rome, allant même jusqu'à créer des monstres artificiels, pour reprendre l'expression de Caroline Husquin, qui s'interroge sur la probabilité de cette pratique. De manière générale, l'Antiquité n'est pas en reste sur la figure du corps monstrueux, qu'il soit réel ou imaginaire, humain ou non humain. Le corps est un inspirant même s'il est bancal. C'est un trait commun partagé par chacune des périodes historiques qui a marqué l'intérêt des contemporains et que l'on retrouve dans des pratiques, des écrits ou bien sur des représentations. La littérature, le cinéma, la science-fiction, etc. se sont imprégnés, inspirés des mythes et des légendes, et ainsi que des histoires qui ont traversé les siècles. Mais c'est bien avec le célèbre roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, publié en 1818, que le monstre humain connaît un nouveau souffle. D'un gothisme certain, flirtant avec le réalisme et s'inscrivant dans le romantisme de son temps, ce roman a ouvert la voie à la science-fiction, dont entre autres la mode zombie. L'individu n'est pas né comme tel, tout du moins à sa première naissance. Si ce roman peut évoquer des questions d'éthique, d'épistémologie, de progrès scientifique et de ses possibilités, le calvinisme étant en vogue à cette époque, ce que montre également ce récit, c'est que la mort, comme l'immortalité, passe dans tous les cas par le corps. En d'autres termes, percer le secret de son fonctionnement, c'est s'assurer une durée de vie plus longue et, dans le cas de l'auteur, empêcher ou guérir de la mort. Le corps et ses possibilités ont toujours fasciné l'humain et la figure du monstre humanoïde fait office de questionnement. Pourquoi ce corps est-il différent des autres et comment? Le problème vient du corps, mais d'où provient-il précisément? La découverte d'un individu datant de 5000 ans avant notre ère lors d'une fouille dans le Gard, souffrant a priori de nanisme et présentant des marques de nécropsie avant l'inhumation, souligne pour Valérie Delattre l'intérêt et surtout l'incompréhension de ses contemporains qui ont mené, je cite, une ultime investigation anatomique dans le but de comprendre l'origine de ce corps hors norme sortant de l'ordinaire. Cependant, à chacun son époque, sa méthode d'investigation du corps. Si les premières recherches scientifiques ont d'abord expliqué la mécanique du corps, la recherche actuelle avec la découverte de l'ADN, des gènes et des chromosomes a fait une avancée dans la compréhension de son fonctionnement comparable à une étude des logiciels du corps. Les homéobox ou boîtes homéotiques sont en effet des séquences d'ADN porteuses et transmettrices d'une information essentielle dans le développement du corps, sa forme. Ce sont eux qui indiquent qu'un être humain a 2 bras, 2 jambes, une tête, etc.
Pourtant, l'actualité avec l'affaire des bébés sans bras vient interroger une nouvelle fois les corps. Ici et maintenant, nous ne parlons plus de monstres, mais de malades ou de victimes, posant la question de l'évolution des termes en lien avec le progrès scientifique et médical. La question environnementale, désormais plus brûlante que jamais auparavant, semble être la piste la plus sérieuse. Tout ceci amène à de nouveaux questionnements, notamment sur la perception de ces individus. Savoir que le corps peut être altéré dans sa structure même à cause d'un environnement de vie pollué, peut-il changer la perception que la société porte sur ces corps et ces individus? La science peut-elle détecter et réparer ces altérations? De même que d'un point de vue historique, archéologique et paléopathologique, ces avancées amènent-elles à reconsidérer les malformations des anciens temps? Souvent considérés et distribués dans les malformations congénitales, ces corps peuvent peut-être apporter des informations complémentaires sur l'environnement d'une époque, sa qualité et les conditions de vie, même si certains lieux comme les mines de cuivre et autres en Grèce ancienne ne laissent que peu de doutes sur la qualité. Comme les sciences qui interrogent le corps en cherchant à la source même, les œuvres au sens large du terme amènent également à se questionner, notamment sur les choix et répétitions observées dans celles-ci. Un âge est-il prédisposé pour être un corps monstrueux dans les œuvres? Un sexe, un statut? Le corps monstrueux est-il plutôt citadin ou bien champêtre? Des évolutions dans les représentations sont-elles à noter? Peut-on dire que chaque société et époque a son monstre? Si les anciens avaient le cyclope et les sirènes, et que le 19e avait les morts-vivants, donc Frankenstein, les vampires, l'entrée dans les 20e et 21e siècles a apporté quel monstre avec eux? Sont-ils à l'image de la bande dessinée Zombielenium, regroupée par catégories squelettes, morts-vivants, vampires, loups-garous, etc., à travailler de concert dans un parc d'attractions horrifiques, engagés, tués, transformés, pour faire peur aux autres, les humains, sans espoir de répit ni de repos éternel? Alors, de nombreuses questions sont encore envisageables et d'autres restent en suspens. Cette introduction, loin d'être exhaustive, souhaite avant tout exprimer l'intérêt de la pluridisciplinarité. Les sciences de tous bords s'influencent les unes les autres depuis toujours et apportent chacune un éclairage unique sur un sujet. Mises bout à bout, elles offrent de nouvelles perspectives et une compréhension sans cesse renouvelée. Je vous remercie et je laisse la suite. Bien, donc merci beaucoup pour cette présentation qui ouvre plein de pistes. On va tout de suite maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc j'appelle peut-être tout de suite la première oratrice. Voilà. Alors bon, donc tout simplement en attendant qu'elle arrive jusqu'à nous, peut-être quelques mots complémentaires. Quand on m'a demandé de présider de cette séance, j'ai eu quelques inquiétudes. Je me suis regardé dans la glace pour voir si effectivement je présentais un certain nombre de pustules ou de déformations donc corporelles. J'ai été un petit peu donc rassuré. Et puis, bon, je me suis dit que jadis, j'avais écrit un article dans la revue Ethnologie française sur les griffes du monstre. Alors peut-être que ça venait de là. Et puis, je me suis dit surtout que, bon, comme je connais assez bien donc Nicolas, il fallait quelqu'un pour, si je peux dire, contrôler son temps de parole tout à l'heure, et que c'était sans doute la raison et la seule que je voyais donc, à ma présence ici. Alors, simplement peut-être en attendant, puisqu'on a évoqué donc Frankenstein, la créature de Frankenstein et Mary Shelley, vous avez peut-être vu qu'il y a eu, il y a quelques années, un grand colloque à l'Université de Genève, justement sur Frankenstein, parce que Mary Shelley a publié son livre en 1818, mais elle l'a écrit en 1816 sur les rives du lac Léman. Hein, voilà, donc là, il y avait une imprégnation, et je pense que les actes de cet ouvrage-là devraient être publiés dans le courant de l'année prochaine. Donc voilà, donc ça c'était pour Frankenstein. Et donc ces monstres, évidemment, ce qui a été dit tout à l'heure avec justesse, c'est que chaque époque, chaque société, peut-être aussi chaque groupe a ses propres monstres. Et donc finalement, quand on arrive comme ça à détecter qui est le monstre de l'autre, voilà, c'est une voie d'accès pour mieux comprendre donc à ce moment-là une société donc, et des valeurs.
On va tout de suite écouter maintenant, donc avec grand plaisir, Isabelle Le Jouteur, qui a publié aux Belles Lettres dans la collection Signée un ouvrage magnifique qui s'appelle Monstres et merveilles, créatures prodigieuses de l'Antiquité. C'est un recueil de textes où on voit apparaître comme ça toutes sortes de personnages et de figures monstrueuses. On a donc les chimères, les nymphes, les dragons, les méduses, et aussi ce que j'aime bien comme qualificatif, c'est des hybrides fantastiques. Voilà, donc tout un programme donc, à ce moment-là. Mais là, évidemment, dans le cadre de cette communication, il y aura une entrée donc particulière, une focalisation sur une variété de monstres et pas la totalité de ceux que vous avez recensés. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Oui. Enfin, en tout cas, moi. Alors, je ne vais pas vous parler de génétique. Je suis antiquisante, comme Frédéric Chauveau vient de le rappeler. Et donc, j'ai choisi de vous parler en effet d'un seul mythe, le mythe de Scylla, que vous voyez sur l'image, et qui donc n'est pas modifié génétiquement. Alors j'ai choisi ce mythe parce qu'il met en jeu une métamorphose d'une nymphe très attirante en monstre très répugnant. Le mythe pose la limite entre l'homme, dans sa version féminine ici, et une bascule de l'humain vers autre chose, une autre forme, pensée dans les termes du monstrueux, et qui recourt, pour cet exemple, à des composantes animales. Ici, une queue de poisson, mais il y en aura d'autres dans les images que je vais vous montrer. Donc, l'une des questions centrales qui traversera, je pense, cet après-midi, chez toutes les communications, c'est celle de la limite. Où s'arrête l'humain et où commence le monstrueux ? Celle donc d'une dialectique entre l'identité et l'altérité. Est-ce qu'on est encore humain quand on est en train de se modifier ou quand on est tout simplement, si j'ose dire, différent ? Aristote avait dit que le monstre, c'est celui qui d'abord ne ressemble pas à ses parents. Donc celui qui est touché par une différence qui ne se reproduira pas. Donc en quelque sorte, une exceptionnalité à la règle biologique. Alors, quand j'ai lu le programme de la journée, y a-t-il un monstre dans vos gènes ? La réaction que j'ai eue, bien humaine, je pense, était celle de la fuite. Non, je n'ai pas du tout envie de découvrir qu'éventuellement je serais concernée par cela. Et l'émotion qui va avec la réaction, c'est celle de l'effroi. On souhaite plutôt ne pas du tout être concerné par cela, mais rester humain, pleinement humain, totalement humain, et que surtout rien ne bouge. Donc le monstre suscite communément ces réactions émotionnelles diverses, mais on n'a pas toujours de témoignage sur la façon dont celui qui est désigné comme le monstre, ou appelé à le devenir, se regarde lui-même. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous exposer ce mythe ancien, celui de Scylla, tel qu'il est raconté par Ovide, parce qu'il intègre le regard que porte l'humain devenu monstrueux sur lui-même, et en analysant donc de quelle monstruosité on parle. Donc je me place là sur le terrain de la fiction en tant qu'espace des possibles, qui envisage des situations inédites, hors du réel directement observable, et interroge la notion même de monstre et avec elle les valeurs d'une société et l'accueil réservé à celui qui est perçu comme monstre. Donc quand vous regardez l'image qui est là au tableau, elle peut produire malaise ou fascination, notamment pour l'hybride. Alors la littérature, précisément, les arts figurés ont inventé dans toutes les cultures des monstres de nature différente. Une typologie en a été faite par Gilbert Lascaux. Et ces produits de l'imaginaire ont aussi leur valeur heuristique, c'est-à-dire qu'ils nous donnent à réfléchir en anticipant des situations. Ils ont aussi une valeur anthropologique, on va le voir avec cet exemple-là. Souvent, ils traduisent les rêves et les cauchemars d'une société. Donc, entrons dans le mythe de Scylla. Alors, le point de départ de ce mythe, c'est la version homérique qui postule l'existence d'un monstre marin dans la Méditerranée, une pieuvre anthropophage
doté de 12 pieds, de 6 coups, de 6 têtes, de 3 rangées de dents, qui aboie comme un chien et qui a à la place des terminaisons attendues, des pieds attendus, qui a des moignons. Alors vous voyez là une représentation qui est contemporaine, qui est tirée d'une bande dessinée, qui est censée illustrer le texte de l'Odyssée, mais on n'a pas de représentation antique qui illustre directement le texte d'Homère, qui est bien connu. Donc en gros, pour Homère, Scylla, c'est ce que vous voyez au tableau avec toutes sortes de variantes iconographiques qu'on pourrait imaginer. Donc un monstre inachevé, difforme, marqué surtout par une prolifération de membres. Et donc ce monstre était posté sur le détroit de Messine, en Italie, et il avalait les marins de passage, dont les compagnons d'Ulysse dans l'Odyssée. Alors, vous voyez ici une autre représentation dans laquelle le monstre se situe dans la partie en haut à droite du tableau, tandis que dessous, vous avez le passage du bateau avec les compagnons d'Ulysse, et puis en face, le monstre Charybde représenté par un tourbillon. Et puis là, je vous ai mis simplement 2 modèles iconographiques anciens sur lesquels vous voyez que le monstre est représenté toujours comme tripartite, avec une composante féminine, le buste est celui d'une femme, une composante marine, ici celle d'une grande queue de poisson, et une composante canine avec des chiens qui se situent au niveau de la ceinture de la jeune fille. Donc un monstre tripartite, et c'est cette tripartition qui va assurer la cohérence des variantes, aussi bien à l'intérieur de l'iconographie que dans ce que la littérature va apporter comme témoignage sur ce mythe. Donc en gros, si je résume, d'un côté pour l'iconographie, on a une iconographie qui va représenter Scylla majoritairement sur le modèle du triton au début, et pour sa symbolique, on peut dire qu'à l'époque archaïque grecque, Scylla active des fantasmes de dévoration et qu'elle signifie, en gros, les dangers du monde marin sur la base d'une double métaphore. Cette métaphore, c'est que la mer est comme un animal sauvage indomptable et la mer est comme une femme. Et ce sont ces 2 dangers que le monstre figure alors. Quand le monde latin hérite de la culture grecque, le regard porté sur cette créature archaïque se modifie. On invente une toute autre histoire. Le mythe fait l'objet d'un récit développé donc chez Ovide, avec un poète qui change les données initiales du mythe sous l'influence de variantes hellénistiques qui datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il explique que ce monstre que vous voyez est le fruit d'une métamorphose. On ne se rapproche pas encore de l'homéobox, mais enfin, on arrive vers l'idée que l'humain peut être touché par le changement. Donc cette métamorphose, c'est celle d'une nymphe punie par Circé à l'endroit de son sexe. Donc là, on parle de l'humain pour aboutir au monstre sous l'effet d'un agent extérieur. Ce sera la contamination par l'eau, comme je vais vous le raconter tout à l'heure. Donc le monstre n'est plus placé dans un ailleurs lointain et inconnu, dans les parages d'une mer dangereuse. Il se retrouve cette fois-ci à la lisière de l'humain, et la victime du processus a la réaction que vous voyez sur cette gravure de 1581. Elle est absolument horrifiée de constater ce qui lui arrive. Donc la version développée par Ovide, qui raconte une histoire très développée, consiste à nous faire croire que la pieuvre gigantesque dont parle Homère dans l'Odyssée est le résultat d'une humanité devenue monstrueuse. Bon, je résume, hein. C'est fictif, mais Ovide nous dit que c'est vrai. Alors, comment s'effectue le passage entre la version homérique et la version ovidienne, qui a l'air de ne pas avoir grand-chose avec le modèle grec? Eh bien, il faut savoir que dans la période intermédiaire, qui est très très longue,
le monstre était devenu une métaphore de la cruauté de la femme dès l'époque classique grecque. On comparait par exemple Clytemnestre, non pas Médée, mais Clytemnestre, qui tue son mari, au monstre Scylla. Voilà, c'est un exemple. Et puis on avait aussi proposé d'autres explications. Par exemple, on avait dit, on a inventé ce monstre pour figurer les dangers de la piraterie. Vous voyez, on avait rationalisé les choses, relu les mythes archaïques. Et ici, c'est une relecture humanisée du mythe qui consiste à voir dans le monstre un antécédent humain. Ce que Ovide va néanmoins apporter à ces versions rationalisantes ou humanisées des mythes, c'est l'insistance sur le moment de la métamorphose de la jeune fille, c'est-à-dire sur le phénomène monstrueux, sur le moment de transition entre un état et un autre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ce texte-là, parce que il y a aussi, par le biais de ce récit, une amorce de réflexion sur ce que c'est que l'autre dans le même. Hein, on en revient à cette dialectique entre l'identité et l'altérité. Donc pour que vous compreniez les enjeux du texte ovidien, j'ai prévu de rappeler quelques significations du monstrum dans l'Antiquité, mais je vais peut-être aller un petit peu vite, puisque Marine Ramblière tout à l'heure nous a déjà rappelé ces choses-là. Donc dans l'Antiquité, le monstrum est doté d'une acception religieuse forte. En réalité, le mot monstre français vient du monstrum latin, mais le mot latin vient de deux mots grecs, télor et péras. Alors en grec, téras, c'est le signe envoyé par les dieux qui peut être par exemple le coup de tonnerre. Hein, mais aussi la créature monstrueuse, par exemple Python. Et puis le deuxième terme qui est moins utilisé, pélor, désigne soit le monstre de la mythologie, comme par exemple Polyphème, ou bien un animal courant comme un loup, mais pour peu qu'il ait une taille au-dessus de la normale. Hein, donc il y a la composante animale, le gigantisme et les aspects religieux. Donc on peut dire qu'en Grèce, les deux mots désignent des signes effrayants envoyés par les dieux qui provoquent une réaction de peur. Et en latin, le terme monstrum se trouve lui aussi ancré dans la sphère religieuse pour renvoyer à un prodige qui avertit de la volonté divine. À ce titre-là, on le rattache à la racine monere, comme l'a dit tout à l'heure Marine, c'est-à-dire que cette anormalité qui vient frapper le regard relaye un message des dieux ou un message de la nature et fait le trait d'union entre les dieux, la nature et les humains. Et donc, en nous avertissant, le monstre s'adresse à notre pensée, puisque on a là une famille étymologique qui se ramène à mens, qui a donné la mentalité, le mental. Donc, le signe implique un effort de décryptage pour celui qui le trouve sur sa route. Il donne à penser, il donne à réfléchir. Et il se rattache également au vocabulaire de la divination. À ce titre aussi, il a donné lieu à des mesures de procuratio, c'est-à-dire d'éloignement en dehors de la cité pour prémunir la cité du danger potentiel que l'on associait à la créature autre. Le deuxième point, donc, c'est que c'est une catégorie polymorphe et hétérogène. Derrière le terme de monstrum, il faut comprendre que cela peut désigner un événement extraordinaire, surnaturel, lié à la sphère religieuse, etc. Mais c'est aussi, par métonymie, la créature monstrueuse qui apparaît. Et donc, à ce titre-là, on peut regrouper dans le même sac l'hermaphrodite biologique, le veau à 5 pattes, ou bien l'être extraordinaire de la mythologie, le centaure. Et puis, par dérivation, le monstrum s'est laïcisé pour aboutir à notre sens contemporain d'être criminel, hein, comme Médée, dont on parlait par exemple à table. Et même par extension, le terme est rattaché aussi au processus fictionnel, le fait de raconter des histoires qui ne tiennent pas debout.
Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'à Rome, et là c'est une différence entre le monde hellénique et le monde romain, la latinité a introduit un changement notable avec le regard, parce que monstrum est rattaché aussi au dénominatif monstrare, qui signifie montrer, désigner, indiquer. Donc au départ, monstrare, c'était indiquer la voie à suivre. Et au fur et à mesure de l'écoulement du temps, le monstre est toujours celui qui désigne, mais dans un sens qui sera affaibli par rapport à sa dimension originellement religieuse pour désigner simplement ce fait de montrer, de mettre en évidence. Donc, pour récapituler sur ce point, le monstre, c'est dans la latinité classique un signe manifeste qui touche à la fois à la nature, à la religion et à l'esthétique. Alors j'en viens maintenant donc aux métamorphoses ovidiennes et à leur signification poétique. Ovide raconte le mythe de Scylla dans son épopée des métamorphoses, dans laquelle vous pouvez lire 250 histoires de métamorphoses. C'est donc un projet inédit, tout à fait pionnier, qui raconte le passage du chaos initial du monde à la première métamorphose qui est celle de la constitution de la Terre dans un cosmos organisé. Et puis là s'enchaînent toutes sortes d'histoires fabuleuses. Et donc la métamorphose est pensé par Ovide comme un monstrum. Par rupture de l'ordre naturel, un homme qui se change en fleur comme Narcisse, cela n'est pas courant, cela ne se voit pas dans le monde ordinaire. Et puis, la métamorphose introduit celle de l'hybride. Le changement de l'enveloppe corporelle sur laquelle Ovide va tant insister relève par ailleurs de la métensomatose. C'est-à-dire que Ovide explique que dans les changements qu'il raconte, seul change l'enveloppe extérieure du sujet, c'est-à-dire le paramètre physique, physiologique, mais l'intériorité, que vous l'appeliez l'âme, l'esprit ou la conscience, reste identique. Par exemple, Lycaon se change en loup parce que au départ, il était déjà très cruel et le changement d'apparence va simplement signifier, rendre visible l'intériorité de l'être. Donc là où Platon disait kalos kagatos, un être beau et bon, Ovide va développer des idées différentes en insistant sur le fait que la difformité peut exister, qu'elle le touche et que le sujet différent souffre, puisque la métamorphose est souvent dépeinte sur le mode de la transformation contrainte, subie et douloureuse, même si elle relève de l'échappatoire par rapport à une existence douloureuse. Donc ce projet poétique nous paraît peut-être aujourd'hui banal, tant la littérature s'est illustrée dans le thème de la métamorphose, mais pour l'époque, il est extrêmement novateur et même provocateur dans le contexte de la société augustéenne, dans la mesure où il remet en cause l'anthropocentrisme. Il revendique le droit du poète à se réapproprier les mythes pour les emmener dans le sens de son imaginaire et admettre à cette époque qu'un homme, par exemple, puisse se changer en grenouille, c'est déstabilisant. Et c'est d'ailleurs un mythe que l'on retrouve à Versailles, à côté, enfin dans le parc du château de Versailles, à un moment où Louis XIV joue au roi Soleil. Donc la dimension politique, potentiellement politique et subversive d'un écrit qui s'intéresse au changement potentiel de l'homme en autre chose que l'homme est extrêmement provocateur. Et donc ce thème métamorphique a pour conséquence d'effacer les frontières entre les différents règnes du vivant. On a Italo Calvino a expliqué que cette épopée instaure un régime de la contiguïté universelle, c'est-à-dire un monde où les êtres sont liés entre eux par des analogies. Même s'il y a métamorphose,
et différence, au fond, on est dans un système fictionnel où on imagine que tous les êtres sont reliés les uns aux autres par-delà leurs différences. Alors on a taxé cette épopée d'épopée pythagoricienne dans la mesure où pour les pythagoriciens, justement, la mort donne lieu à réincarnation de l'homme avec métempsychose. Mais comme je vous l'ai expliqué, chez Ovide, il n'est pas question de métempsychose, mais de métensomatose, c'est-à-dire de changement d'apparence corporelle avec permanence de la psyché à l'intérieur d'un corps qui se retrouve figé, notamment par l'exercice de l'écriture, dans un état dont on se souvient grâce à la vertu de l'écriture. Quand on voit la fleur qui porte le nom de Narcisse, on se souvient que derrière elle, il y a l'histoire d'un jeune homme qui a été métamorphosé et l'écriture pérennise cette métamorphose-là. J'en viens donc à Scylla. Alors quel est le profil de Scylla ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans l'Antiquité une puella dura. Quand je demande à mes étudiantes de traduire, elles me disent « Ah, bah c'est une garce ». Voilà, c'est-à-dire une jeune femme qui refuse les avances de ses prétendants, qui finalement se retrouve donc en fait finalement ce qu'on pourrait appeler une Virgo un peu cruelle, voilà, qui refuse de laisser place à un autre dans sa vie. Et je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc, elle est amenée à rencontrer le dieu marin Glaucus, qui lui-même présente un aspect hybride. C'est un dieu poisson. Donc, il a un buste d'homme et le bas du corps est celui d'un poisson. Et quand Scylla rencontre Glaucus, elle se demande si elle a affaire à un dieu ou à un homme. Il y a là une question de limite qu'elle n'arrive pas à cerner. Elle découvre d'ailleurs interloquer l'incongruité de la deuxième partie du corps de son interlocuteur. Elle refuse les avances de Glaucus. Glaucus alors décide de demander de l'aide à la magicienne Circé pour obtenir l'amour de Scylla qu'il convoite. Et Circé alors s'éprend de Glaucus. Et tout se terminera très très mal pour Scylla, pour Glaucus aussi d'ailleurs. Donc Circé conçoit une jalousie atroce dans la mesure où Glaucus refuse ses avances et elle décide de se venger sur Scylla en la métamorphosant en monstre. Et vous voyez que la boucle est bouclée. Scylla va donc descendre un jour dans une baie écrasée par la chaleur pour se baigner. Et au moment où elle entre en contact avec l'eau qui a été souillée par les poisons de Circé, elle sent un changement opéré et elle vit cette transformation selon le scénario que je vais vous expliquer. Alors juste pour vous montrer donc les illustrations qui ont été faites de l'histoire, vous voyez sur cette gravure l'ensemble du scénario que je vous ai raconté, avec sur la partie gauche de l'image Scylla encore dans sa silhouette de nymphe qui converse avec Triton avec Glaucus en face. Ensuite, dans le médaillon de droite, Glaucus vient demander l'aide de Circé. Et tout au fond de l'image, Scylla se baigne et lève les bras au ciel puisqu'elle est en train de se métamorphoser. Donc une image bande dessinée en quelque sorte. Là, c'est la rencontre entre Scylla et Glaucus. Le sujet a été très illustré dans la peinture européenne, là aussi. Et j'en viens donc au moment de la métamorphose. Ovide donc choisit d'insister sur la découverte progressive et horrifiée par la jeune fille de son ventre,
souillée par des monstres, des chiens aboyants, et par cette altérité faisant corps avec elle. Si son corps change, la jeune fille a encore dans ce moment irréversible de l'empoisonnement, sa capacité à sentir. Pas encore à comprendre tout ce qui lui arrive, mais en tout cas à sentir. Elle fait alors une expérience de dissociation en refusant d'accepter l'incroyable. Donc on a toutes sortes de procédés formels sur lesquels je passe. Ces chiens qui forment avec elle une unité non désirée apparaissent devant elle en une vision cauchemardesque sous la forme de cerbères abominables. Donc Ovide engage là une poétique de la fantasia, c'est-à-dire une poétique qui tourne le dos à la mimésis, mais qui s'intéresse justement au processus métamorphique qui n'existe pas dans la réalité, pour s'engager dans une fiction d'un nouveau genre qui est rattaché justement au sem de monstrare, qui signifie raconter des histoires qui tiennent du prodige. Alors, l'une des originalités majeures du récit d'Ovide, c'est que justement, il décrit le monstre de l'intérieur en focalisation interne. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je n'ai pas trouvé l'équivalent dans la littérature grecque. Souvent, les monstres figurent l'altérité à abattre, l'adversaire du héros, dont la destruction consacre la valeur de l'homme. Ici, la focalisation est faite de telle sorte que le lecteur s'étonne avec Scylla de la nature de cette autre qu'elle devient. Alors, de quoi est-elle punie finalement? Enfin, quel est le sens profond de cette métamorphose? Scylla est la victime de la jalousie de Circé, certes, mais les anthropologues qui ont travaillé sur la signification du mythe expliquent qu'en réalité, le mythe a sa cohérence et qu'elle est châtiée pour avoir été trop sauvage à l'encontre de ses prétendants. Finalement, elle, qui était semblable à un Narcisse refusant de se mêler à l'autre et souhaitant en quelque sorte en rester au statut de Virgo, va devenir brutalement chienne enragée. Et le chien, c'est un animal qui est doté de connotations sexuelles. Donc elle va basculer d'un pôle de la sexualité à un autre. Elle bascule finalement de l'abstinence excessive à la libido furieuse. À ce titre, elle est l'opposé des sirènes qui sont dotées d'une queue de poisson, la fusion des deux jambes, traduisant l'impossible accès à la sexualité. Donc les auteurs latins avaient très bien saisi les implicites sexuels de la ceinture de chien. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'iconographie. Et puisqu'il ne me reste peut-être que maintenant 1 minute 30, j'ai laissé de côté aussi un petit aspect du mythe qui est quand même central, que je vous ai montré sur la première diapo, celle illustrant l'Odyssée. Le monstre, vous vous en souvenez, est situé sur un détroit. On pense que cette localisation géographique est porteuse de signification également, puisque le détroit figure une division. Donc là, on a bien une histoire aussi de dissociation de la personne. Mais le détroit, c'est aussi un passage. Et là encore, l'une des interprétations anthropologiques, c'est celle qui consiste à voir dans ce mythe la métaphore d'un passage. Alors, quel est le passage? C'est le passage devant la gueule du prédateur, pour le navire d'Ulysse. C'est aussi la transition de la jeune femme vers l'âge adulte. Et le détroit va figurer justement la transition difficile, parfois, de la jeune fille vers la vie de femme. Alors, j'en arrive donc à la conclusion.
peut-être que pour illustrer ce que je vous ai dit, alors là, vous voyez, c'est Champs-sur-Marne. Je vais conclure en laissant donc derrière moi cette photographie qui a été faite il y a quelques années, il y a 2-3 ans, par un collègue qui enseigne la langue et la littérature latine en classe préparatoire à Toulouse et qui s'illustre dans une démarche de photographie érudite des métamorphoses d'Ovide. Donc c'est l'illustration qu'il donne du mythe de Scylla, avec le thème du vagin denté, qui va avec ce que je vous ai expliqué. Donc, conclusion, le monstre est-il finalement en nous ou à l'extérieur de nous? Dans les métamorphoses d'Ovide, vous comprenez que pour Ovide, le monstre, c'est une tendance de l'individu si son comportement n'est pas approprié. Pour Scylla, ce qui n'était pas approprié, c'était un mauvais rapport à Aphrodite. Et donc Scylla doit maintenant composer avec la monstruosité de son sexe, faute d'avoir voulu se comporter autrement. Chez Ovide, on trouve 2 autres métamorphoses étranges qui touchent à ce que nous appelons aujourd'hui la sexualité. Hermaphrodite, qui cumule les 2 sexes, il en raconte l'histoire aussi de cette métamorphose-là. Et puis Iphis, le transsexuel, qui, de fille qu'il était à la naissance, se métamorphose en garçon. Donc vous voyez là l'exemple d'une fiction imaginée il y a 2000 ans qui anticipe l'opération chirurgicale de réassignation de genre. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, le dysphorique de genre n'est pas pensé dans les termes du monstre, pas plus que les enfants nés en Bretagne aux malformations des mains dont on a parlé tout à l'heure. Marine parlait tout à l'heure de maladie ou de victime. Moi, j'avais prévu de parler de handicap. Voilà, on ne parle plus de monstres dans ce cas de figure. Et vérification faite, à Rome, le concept de handicap n'existe pas. Alors, si nous intégrons à l'avenir la machine dans l'homme, la puce dans le cerveau, le stimulateur cardiaque, c'est déjà fait dans la poitrine, nous devenons un mélange d'hommes et de machines, cyborg. Mais la question que nous nous posons avec cette journée, c'est allons-nous être confrontés à des mutations de l'espèce? Voilà, les pollutions auxquelles nous sommes soumis dans nos corps, ces expériences de laboratoire, perturbateurs endocriniens, pesticides. Tout cela peut-il entraîner des altérations du patrimoine génétique? Et là, c'est vers les scientifiques que je vais me tourner maintenant. Les conséquences de l'activité humaine sont-elles prévisibles autrement que par la fiction? Voilà, je vous remercie. Bien, donc merci beaucoup pour cette communication donc très riche qui ouvre là aussi donc plein de pistes. Alors voilà comment nous allons procéder. Nous allons d'abord écouter les 2 premières interventions et après donc il y aura comme ça donc un débat et puis des questions croisées. Donc si vous avez des questions, ne les oubliez pas, gardez-les et vous pourrez donc les formuler donc tout à l'heure. Et donc là on apprend qu'effectivement il y a eu des débats sur les hommes augmentés, les femmes augmentées et l'autre question qu'on peut se poser, existe-t-il des monstres augmentés? Voilà, donc là on change d'échelle. Merci. Donc, pardon, Julien, comment... Alors, en attendant que Julien Gaillard donc, arrive, alors juste un petit mot sur Richard Guérino, parce qu'on ne l'a pas présenté tout à l'heure. Voilà, alors il nous fait des dessins magnifiques, voilà, avec le GPS aussi tout à l'heure pour naviguer. Alors, non, alors simplement, donc moi je l'ai connu par ses ouvrages et ses productions. Alors, la série la plus complète et la plus connue peut-être, c'est Le Chant des Striches, qui a 14 albums, hein, si je ne me trompe pas, donc 18 maintenant. Alors j'avais un peu de retard, donc il va falloir que je me mette à niveau. Alors là,
Alors, le premier, si je ne me trompe pas, c'était celui qui avait été publié en 1997 et qui s'appelait Ombre, hein, qui avait été donc tout à fait le coup d'éclat. Mais après, il y a aussi donc toutes sortes de productions, parce qu'il y avait L'Ange Noir en 2004 ou encore le Syndrome de Haye. Et puis tout récemment, donc avec Jean Telet, Charlie Neuf. Et alors donc là, c'était une collaboration, parce que c'est lui qui était à la manœuvre pour le scénario. Et puis là, c'est plutôt une inspiration. Donc c'est tout nouveau, c'est 2019 chez Delcourt, c'est Entrer dans la danse. Donc voilà, donc je vous le signale aussi, parce que comme il y a les fêtes de Noël qui s'annoncent, on ne sait jamais quoi offrir. Donc c'est superbe comme album, donc précipitez-vous. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Alors je présente maintenant donc Julien Gaillard. Alors Julien Gaillard donc, est doctorant. Il travaille plus particulièrement sur la perception du corps des tuberculeux. Et puis, il a notamment co-organisé ici même une journée sur le corps ambulatoire. Et il a également donc participé aussi aux rencontres d'Angoulême Penser et comprendre la bande dessinée, ce qui me permet d'ailleurs de faire une page de publicité. La prochaine édition aura lieu en novembre 2009, donc c'est un appel à communication. Et la thématique n'est pas si étrangère avec celle de la journée d'aujourd'hui, puisque nous aborderons successivement, c'est ce qui est prévu donc à ce moment-là, tout d'abord les squelettes, puis les ectoplasmes. On terminera par les fantômes et on s'est posé une question existentielle, allait-on garder ou non les momies, parce qu'on écarte les zombies, mais que faire des momies? Voilà, je ferme cette parenthèse et cette page de publicité, et donc la parole est à Julien Gaillard. Bien. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à remercier donc, Marine et monsieur Nicolas Bormeister, ainsi que l'Espace Mendes France pour l'organisation de cette journée. Alors en préambule, je tiens à vous faire un aveu. Quand Marine est venue me voir pour parler de ce projet, j'ai été tout de suite emballé. Alors quand on est dans une échéance souvent calendaire éloignée, on a toujours l'optimisme qui est toujours de mise. Au fur et à mesure que l'échéance arrive, on se dit pourquoi on a accepté, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Surtout que ce n'est pas une thématique de recherche pour moi. Donc on se lance dans différentes investigations sur le sujet. Sans être exhaustif, je peux parler des travaux de M. Fischer, de M. Courtine, de Anne Carole, Pierre Ancet, Frédéric Chauveau qui a effectivement fait un article dessus, Alexandre Klein, Patrick Thor, Bertrand Noailles, Michel Foucault. Bref, la matière historiographique est bien présente. Et un premier découpage, j'avais imaginé, se dessiner, c'était de montrer, exposer, classer au XIXe siècle. L'objectif alors était d'observer le regard sur le monstre, la variation sur différents discours médicaux, littérature. Mais en 30 minutes, je me suis dit que de traiter tout un siècle et différents regards, c'était une tâche beaucoup trop ardue. De plus, je me suis dit, Julien, tu vas intervenir après la collation de midi. Si tu ne veux pas provoquer de reflux gastrique, tu as peut-être tout intérêt à changer d'angle. Donc je me suis reparti sur l'historiographie et on peut constater j'ai été trop vite. Voilà. Donc un petit point historiographique. Donc on voit une première typologie des études qui ont été faites. Une part importante tente d'expliquer scientifiquement l'existence de figures récurrentes de monstruosité. On pourrait dire en quelque sorte une sorte de diagnostic rétrospectif qui permet de nommer les monstruosités. Je pense notamment aux travaux de Jean Goens ou Marie-Joseph Wolf-Queugnot. Autre approche, c'est celle qui consiste à interpréter via la psychologie collective la fascination pour les monstres. En gros, c'est « dis-moi quel monstre imagines-tu, je dirai quelle peur tu as » et quelle peur cela renvoie. En étudiant sous ce prisme, on met l'accent sur la pérennisation des représentations et donc des invariants au cours des différentes époques et sociétés. Un autre angle, c'était de faire la généalogie des formes et variétés, qu'elles soient réelles ou imaginaires. D'autres, enfin, ont enquêté sur une histoire des explications de la monstruosité. Donc, en mêlant toutes ces approches, était-il possible de donner une définition du monstre? La réponse est complexe. Cela suppose de dépasser un paradoxe que soulève Anne Carole dans l'avant-propos de l'ouvrage « Le monstre humain, imaginaire et société », celui de donner une définition générale à ce qui relève dans les faits de l'unique et du particulier. Donc c'est en me basant sur les travaux notamment d'Alexandre Klein qui a travaillé sur les dictionnaires médicaux que je me suis penché. Les dictionnaires médicaux sont une source sans pareille d'informations précises, historiquement situées,
et ont l'avantage de retranscrire pas à pas les développements les plus pointus des sciences médicales et des sciences sœurs à l'intention des praticiens. Ils présentent la médecine tout à la fois dans un versant théorique, de recherche, dirions-nous aujourd'hui, et dans un versant pratique, de l'exercice quotidien, puisqu'il était tourné davantage pour les praticiens, pour leur exercice quotidien. On y lit donc année après année le développement de certains problèmes, les débats en cours et les textes de référence sur les sujets de discussion. C'est donc une lecture du monstre médical au cours du XIXe siècle que je vous propose de présenter ici, en travaillant sur les concepts de monstre et de monstruosité tels qu'ils se font jour dans le discours médical. Comment la tératologie a-t-elle pris son essor? Comment et quand s'est constitué un discours scientifique sur le monstre? Donc c'est loin d'être une histoire conquérante et positive, faite de précurseurs et de génies, mais c'est plus par une voie discrète, aussi riche que silencieuse, que nous allons tenter de faire cette histoire. Donc dans une première partie, le monstre comme un être contre-naturel. Dans le dictionnaire Pankouk, dans le 34e volume, qui est édité en 1819, l'article monstre, qui est écrit par Julien Joseph Viré, qui est un fervent vitaliste et ennemi de Broussais, propose, lui, une explication de la formation des monstruosités dans la nature fondée sur le principe finaliste d'une bonté de la nature comme expression de Dieu. Je cite, « Tout est sagement coordonné et prévu pour l'uniformité et la perpétuité des monstres et non pour la production des monstres et même des hybrides. La nature, par principe, maintient la pureté des espèces car elle vise le maintien de la perfection qu'elle a créée. Le monstre apparaît donc comme contre-naturel. Et son étiologie est dans cette perspective théologique. » Ce texte est une parfaite illustration de ce que Patrick Thor a nommé l'ordre métaphysique. Viré fait reposer son argumentation sur Dieu qui a créé un monde beau, parfait et avec amour. En ce sens, Viré ne s'éloigne pas de Paré, pour qui la théologie était partie prenante de l'explication de la nature et de la formation des monstres. Mais le paradoxe y est apparent. Les monstres sont des variations contre nature, issues d'atteintes à l'ordre naturel, mais pour autant, rien ne se produit en dehors de la nature, qui contient l'ensemble du réel. Rien ne peut advenir en dehors des règles fixées par le Créateur. Les monstres doivent donc, d'une manière ou d'une autre, être rattachés à la nature. L'explication de la création des monstres viendra des éléments aléatoires. Dieu produit des germes, qu'ils soient parfaits ou non, mais entre sa main et la nature, ils subissent des chocs. Et ces chocs, ça peut venir donc de dérangements de tout ordre et qui vont altérer la perfection de la création divine. C'est-à-dire que dans la perspective de Viré, le dérangement de l'ordre naturel serait donc la conséquence de l'agir non chrétien de l'humanité. Le monstre est bien le produit d'une altération extérieure de la nature, c'est l'action de l'humanité qui infléchit le cours de la nature et engendre donc des monstruosités. Viré, par cet exercice de pensée, rattache donc l'existence du monstre à une conception morale. Les vices de la vie sociale et les abus de jouissance engendrent les monstres, car ils altèrent le cours de la nature et du développement des êtres. L'organisation naturelle, parfaite et belle par principe se voit donc mutilée par les comportements humains ne correspondant pas à la morale chrétienne. C'est pour cette raison qu'il y a plus de monstres humains que de monstres animaux. Je cite, « Le libertinage ne se rencontre guère que dans l'espèce humaine. » L'ordre de la nature, comme du discours, est ici divin, donné, transcendant et donc global. Il semble que l'on soit donc toujours dans le paradigme médical d'Ambroise Paré et de son étude complète des monstres et des prodiges, titre révélateur d'une époque et d'une approche où se mêle allègrement le double statut du monstre, à la fois objet de science et objet de croyance. On y lit la fin d'une période fabuleuse, celle où les monstres sont des signes divins, des résurgences mythologiques venues hanter les infidèles, mais également les débuts de la science moderne. En effet, il faut noter que cette théorie métaphysique et morale du monstre est rattachée à une conception particulière. Viré définit également la médecine comme la connaissance des déviations organiques ou morbifiques de l'espèce humaine, et donc comme une branche de l'histoire naturelle. Il met l'accent sur l'histoire naturelle qui, outre le fait de contenir la médecine, rectifie les erreurs qui règnent encore en médecine. La médecine est subordonnée donc à l'histoire naturelle.
on va basculer donc dans la deuxième partie, un peu quelques années après, 2 années pour être plus précis, dans le dictionnaire de 1821, rédigé par Nicolas Philibert Adelon, qui présente déjà un propos tout autre. Il met à mal la croyance commune selon laquelle la cause des formations des monstres se trouve dans l'imagination de la mère. Pour rappel, cette théorie-là, on imaginait que pendant la grossesse, c'était notamment Nicolas, ça date de Nicolas Malebranche au XVIIIe siècle, que pendant la grossesse, si la mère était par exemple en manque de rognon de bœuf, ça pouvait engendrer un enfant avec une tête de bœuf. Donc, Adelon étudie avec précision 2 autres théories étiologiques de la monstruosité, qui sont celles des causes accidentelles et celles d'une altération primitive des germes. Donc le propos métaphysique de Viré se voit remplacé par une analyse scientifique du problème, une métaphysique du problème. Donc même si par manque de connaissances physiologiques concernant l'embryogénèse, ils ne peuvent expliquer avec rigueur l'apparition des monstres, ils font quand même le choix donc entre ces 2 thèses de retenir la théorie des causes accidentelles, car celle-là, elle n'implique pas le raisonnement théologique. En effet, l'idée d'affection primitive des germes équivaudrait à dire que des germes monstrueux ont été créés. Dès lors, le rôle de Dieu dans cette affaire est mis en question. Penser que Dieu crée du désordre est blasphématoire et est donc une atteinte à sa toute-puissance. S'éloignant de tout propos métaphysique et ou théologique, Adelon avance l'idée selon laquelle si les monstres violent la loi naturelle, c'est très certainement en faveur d'une autre loi qu'ils ne connaissent pas, de sorte que la régularité, l'ordre existe là où on voyait irrégularité et désordre auparavant. L'auteur, en fondant son analyse sur la raison et l'argumentation, tente alors d'établir la monstruosité comme un objet de science, défini comme une conformation différente à ce qui doit être. L'abandon de la théorie de l'imagination, qui marque une première dissociation du monstrueux et de la monstruosité, s'accompagne également d'un changement de perspective qui fait prendre le dessus, dans la communauté scientifique au moins, de la notion de monstruosité sur celle du monstre. L'intégration des monstres à l'ordre naturel s'accompagne de l'intégration au champ du médical. Les monstres quittent donc ainsi le champ de l'histoire naturelle pour être rattachés à l'ordre médico-pathologique. La monstruosité est une altération à l'instar d'une maladie. Elle peut en être le parallèle d'ailleurs. Ceci est confirmé en 1829 avec un article monstrueux de l'encyclopédie méthodique en 1829. Je cite, « Dans l'espèce humaine, les sujets monstrueux sont non seulement des individus malades, mais bien des individus très malades. » L'association de la monstruosité à la maladie facilite la naturalisation du monstre et la scientifisation de son discours. Si la naissance de la tératologie est permise par l'intégration du champ d'étude du monstre, du monstrueux dans la médecine, elle ne sera réellement effective qu'à la suite d'un travail conceptuel important de constitution de la catégorie de monstruosité. Ce glissement conceptuel du monstre se fait sentir, premièrement, quand on observe les différents articles et les différentes entrées dans les différents dictionnaires. Par exemple, l'entrée monstre, qui était l'entrée principale quand on voulait consulter monstruosité ou monstre. Finalement, l'entrée monstre, au fur et à mesure du temps, jusqu'aux années 1830 déjà, on commence à diminuer, et c'est l'entrée monstruosité qui prend le pas. Et en 1850, l'entrée monstre renvoie directement à l'article monstruosité. La monstruosité devient donc un mal à part entière, et les monstres ne sont que les manifestations individuelles de cet état de choses. La monstruosité, qui était auparavant l'apparat des monstres, passe au premier plan pour qualifier le monstre, et elle constitue les corps monstrueux, les monstres, les dispositions irrégulières et insolites des parties, les maladies, les lésions organiques. On voit donc se forger une catégorie scientifique où il n'y avait qu'un rassemblement de multitudes. Cette scientifisation du discours sur les monstres et l'organisation conceptuelle des différents termes, monstre, monstrueux, monstruosité, apparaît effective 4 ans après,
avec l'article fondateur de Saint-Hilaire dans le dictionnaire de Landral. Nous sommes en 1834. Les travaux de la famille Saint-Hilaire ont pris place dans le champ du monstre et de la volonté de scientificité s'affiche pleinement, et ce dès les premières lignes de l'article monstruosité. Je cite: « Le mot monstre, autrefois repoussant et auquel s'attachaient des idées de horreur ou de dégoût, ne doit plus exprimer aujourd'hui que l'état d'un individu qui s'écarte à des degrés divers dans une ou plusieurs de ces parties de la conformation ou de la structure qui constituent le type de son espèce, de son sexe, à l'âge où on l'observe. » Par conséquent, la monstruosité devient un terme générique par lequel on désigne les nombreuses altérations congénitales que les êtres vivants peuvent présenter dans l'organisation. L'idée des monstres comme jeu ou écart à la nature représente désormais l'état d'enfance de cette nouvelle branche qu'est la science des monstres. Cette dernière a gagné ses galons scientifiques avec la recherche étiologique et généalogique des monstres et l'apparition des théories plus naturelles et plus philosophiques. Alphonse de Vergy, médecin et dermatologue, annonce également que finalement l'étude des anomalies de l'organisation des êtres vivants a pris un nouvel essor, et ce parce qu'elle a su se tourner vers la physiologie, l'anatomie et l'embryogénèse, quittant ainsi l'histoire naturelle. Le monstre est désormais défini. J'ai été trop vite. Non, c'est bon. Le monstre est désormais défini comme un fœtus chez lequel un ou plusieurs organes n'ont pas participé aux transformations successives qui font le caractère de son organisation complète. L'auteur poursuit par cette précision, pas si anodine que ça, que le nouveau-né qui offre cette disposition n'est pas malade. Ainsi, l'aboutissement de la prise en charge du monstre par l'ordre médico-pathologique engendre finalement la sortie de cet ordre. C'est qu'une fois la catégorie de monstruosité établie, on s'évertue à s'organiser à le rendre opératoire. Pour comprendre les causes et le développement des monstres, les auteurs favorisent désormais les classifications méthodiques. On retrouve, bien qu'ils ne soient pas directement cités, les propos d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire dans son article des Annales des sciences naturelles de 1830, qui insistait sur l'abandon de la nomenclature irrégulière des naturalistes au profit d'une nomenclature méthodique apte à prendre en compte un nombre assez considérable d'objets. On quitte donc l'ordre médico-pathologique pour entrer dans ce que nomme Patrick Thor l'ordre classificatoire. Subtil mélange d'une volonté naturaliste de classification et une volonté de naturalisation du monstre et de définition de la monstruosité des médecins. Ce discours classificatoire sur les monstres permet d'éclairer l'embryogénie et la physiologie générale, mais également de conseiller la médecine pratique, soit en obstétrique pour prévenir les causes de développement des monstres lors de la grossesse, soit en chirurgie qui doit remédier aux dérangements pour les nouveau-nés. Le débat s'est mu de l'étiologie vers la classification, et ce afin de développer des finalités pratiques. Le monstre est désormais rattaché à l'ordre naturel. Aucune monstruosité n'est assez considérable pour faire sortir l'individu de la série des êtres naturels à laquelle il appartient. Il y a un ordre des monstres, ce qui permet à un ordre scientifique du discours d'advenir. De l'histoire naturelle à la physiologie, on voit lentement apparaître l'idée du rattachement de la tératologie à la médecine pratique. Ces causes de monstruosité sont celles dont l'étude importe le plus en médecine. La tâche confiée à la médecine est désormais de reconnaître la monstruosité chez le nouveau-né. Le monstre n'est plus ce qui se montre, ce qui choque la vue et attire. La monstruosité se glisse désormais dans la plus petite des déviations à la norme physiologique et anatomique du corps. La médecine tend ici vers la prévision, tandis qu'elle établit une norme détaillée du corps humain. Ainsi, en 30 ans de temps, les textes, les propos et les représentations ont changé. On est passé d'une explication idéologique et théologique à un discours scientifique sur les monstres. La monstruosité a pris le pas sur les monstres et sur le monstrueux pour devenir un concept scientifique. Les monstres ont réintégré la nature et l'ordre a donc repris le dessus dans les discours. In fine, l'émergence d'un discours médical à but scientifique a été rendue possible par l'abandon du contexte religieux qui faisait intervenir l'idée du châtiment divin et le diable. On a congédié les spéculations sur les fins de Dieu. On a cherché dûment à vérifier les sources iconographiques et livresques. Et enfin, on a adopté
une autre conception de la nature. Avec la séparation entre la médecine et la théologie, les choses divines cèdent la place à la recherche des causes naturelles, bien distinctes des choses surnaturelles. Grâce à l'affirmation du primat de l'observation et l'expérimentation, les choses cachées vont devenir accessibles à l'explication. La médecine a permis au monstre d'être étudié et en retour, le monstre a participé à la naissance de la médecine moderne en lui assurant une prise sur la totalité du réel. Ainsi, l'intérêt du regard médical pour ce qui se voit directement, ce qui se montre devait finalement, mais non paradoxalement, permettre au regard médical de se réorganiser vers l'invisible. Même si en dernier terme, l'ordre classificatoire a dépassé l'ordre médico-pathologique, la médecine fut un rouage majeur dans cette histoire des sciences du monstre, s'élevant par là même au rang des sciences de la vie par excellence. Je vous remercie. Bien, donc merci pour cette présentation focalisée sur la première moitié du 19e siècle. Donc le temps maintenant est celui des débats. Alors après, il y aura une pause café et donc Héloïse Morel s'est engagée au fait qu'on n'aura pas de rognon de bœuf à ce moment-là pendant la pause, uniquement le reste. Alors toujours est-il que donc là la parole est libre, donc c'est à vous. Des questions, des interrogations, des précisions, je n'ose dire de témoignages avec un sujet tel que celui donc d'aujourd'hui, mais c'est vous qui avez la parole. Donc il y a un micro normalement qui va circuler. Un micro qui fonctionne en plus, donc... Merci pour ces deux exposés. J'aurais une double question qui permettrait peut-être de les relier. Est-ce que dans la pensée latine, il y a une réflexion aussi médicale qui associe, qui rapproche ces monstres mythologiques et puis des êtres réels que les Romains rencontraient aussi? Ou à l'inverse, dans l'autre sens, est-ce que le discours médical utilise des références mythologiques? Là, je connais un tout petit peu la réponse parce que je sais qu'il y a des nouveau-nés qu'on appelait cyclopes, par exemple, parce qu'ils avaient un seul œil ou des choses comme ça. Mais voilà, si vous pouviez dialoguer, en fait. Oui. Respecte le chronomètre. Alors en fait, je n'ai pas rencontré de considération médicale dans les textes latins que j'ai consultés. J'en ai trouvé chez Aristote. Dans le domaine latin, il faudrait peut-être regarder du côté de Cels, mais je t'avouerai que je n'ai pas fait cette exploration-là. En revanche, une mine de considération se trouve aussi dans l'encyclopédie de Pline, au 1er siècle après Jésus-Christ, mais lui, il va davantage s'intéresser aux monstres ethnographiques, et c'est-à-dire aux peuplades des confins qui sont censés vivre à l'autre bout du monde, tels justement les unijambistes à pied parasol, par exemple, ou les cynocéphales, les hommes à tête de chien, en croyant véritablement que ça existe. Mais de discours médical, non. Alors, on a aussi des témoignages de Sénèque dans ses lettres sur... non, c'est l'oncle de Sénèque, pardon, sur des pratiques abominables de mutilation d'individus. Donc là, on va vers le handicap, mais qui n'est pas pensé comme tel. Donc, à voir, à creuser. Pour de mon côté, ma réponse va être frustrante parce que j'ai pas vraiment la réponse, mais disons que j'aurai quelques pistes. Oui, enfin, mon ressenti, c'est que je pense que oui, il y a des références, c'est obligatoire puisque la médecine, dans l'enseignement en tout cas jusqu'à tard dans le XXe siècle, il fallait parler latin, grec. Il y avait aussi des cours, notamment sur les différents sermons, enfin Hippocrate et différents médecins de l'Antiquité. Donc oui, je pense qu'il y a forcément des références sur les premières classifications et notamment sur les cyclopes, sur les monstres mythiques issus de la mythologie grecque. J'avouerai que je n'ai pas d'exemple. Peut-être que M. Fischer aura plus d'éléments que moi. Merci. Simplement une précision sur l'aspect médical. À partir d'instant où Hippocrate ou Aristote vont donner des solutions pour expliquer le développement de l'embryon ou du fœtus,
Hippocrate avec le mélange des semences. L'homme fabrique une semence, la femme fabrique une semence, et ce sont ces deux semences qui vont se rencontrer pour fabriquer l'embryon et le fœtus. À partir de l'instant où il va y avoir un accident dans la production de ces semences, il va y avoir une malformation. On va le trouver dans le corpus hippocratique, ce type d'explication. Et dans le corpus aristotélicien, vous aurez l'image que donne Aristote de la matière qui est fournie par l'homme, la matière qui est fournie par la femme, et l'homme qui donne l'idée comment cette matière doit être formée. Il donne l'image du sculpteur qui va sculpter l'individu sur cette matière fournie par la femme. S'il y a une matière suffisante pour former un individu, il y a un individu normal. Mais s'il y a un peu plus de matière, pour pas former, impossible de former deux individus, il y aura un monstre double, qui sera un ichthyophage ou un céphalophage, peu importe. Et s'il y a beaucoup trop de matière, à ce moment-là, il y aura deux individus. Donc on a quelque part dans cette conception de la génération déjà un discours qui peut être médical pour l'époque, mais qui donne une explication dans la naissance de la normalité ou de l'anormalité. Je pense que c'est une idée comme ça. Puis on l'a aussi un peu plus tard dans la médecine au 1er siècle, dont le nom m'échappe sur ce médecin qui préconisait, comme on a parlé d'imagination de la femme enceinte, qui préconisait pour que les femmes puissent faire de beaux enfants, c'était de les mettre dans une ambiance, dans une belle ambiance, avec des belles statues, pour qu'elles s'impriment de ces statues, et non pas qu'elles voient de l'horreur, parce qu'à ce moment-là, leur embryon, leur fœtus pourrait donner un monstre. Voilà. Merci. Peut-être d'autres questions? Il y a une question là-bas. Deux questions même. La première question pour la première conférence. Donc il y a aussi un autre être mythique qui est Médusa, qui est aussi le résultat d'une métamorphose d'une nymphe, qui est aussi une histoire de jalousie également. Alors je voulais savoir si Ovide s'était emparé également de cette histoire, et ce qu'on disait au niveau de la symbolique justement de cette histoire-là. C'est pour vous. Alors oui, en fait, l'histoire, elle est racontée par Ovide au livre 3 et 4 des Métamorphoses. Donc je vous laisse le soin de la découvrir. Je pense que Ovide ne tire pas parti de l'épaisseur anthropologique du mythe de Méduse, mais pour le coup, on a des livres qui ont issus de recherches de comparatistes ou de spécialistes de sémiotique ou d'esthétique qui ont travaillé sur les significations du mythe de Méduse. Voilà. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire que je ne sais pas par quelle direction vous répondre, mais enfin, ça peut être aussi bien une phase de mort qu'une phase réfléchissant des considérations esthétiques, etc. Donc, ma deuxième question pour la deuxième conférence. En vous écoutant, j'avais la sensation, finalement, qu'au fur et à mesure que notre vision des lois de la nature évoluait, la vision du monstre évoluait parallèlement, en fait. Que c'était la différence de la compréhension des lois de la nature qui faisait aussi qu'on finalement on voyait les monstres différemment. Pour en tout cas le monde modical, oui, effectivement, c'est complètement ça. On peut vraiment mettre un parallèle sur la vision et la définition du monstre dans le monde modical. Après, on va dire dans l'imaginaire collectif, je ne pense pas qu'on puisse, au moins au niveau des bornes chronologiques, mettre les mêmes représentations à la même période. Juste un commentaire là-dessus. Je trouve que, par exemple, pour aller dans ce sens-là, le monstre de Frankenstein est très intéressant pour ça aussi, parce qu'on est totalement dans la recherche, finalement, du secret de la vie, de ce qui anime, de l'anima. Dans le cas de figure, c'était l'électricité. Et voilà, on a une image de monstre qui accompagne totalement aussi justement les questionnements que l'humain se pose sur la nature, sur le secret de la vie, etc. Voilà. Moi, j'avais aussi quelques questions, là, j'en profite aussi. C'est par rapport à Frankenstein, parce que ce qui est intéressant dans le mythe de Frankenstein, c'est qui est le monstre réellement? Est-ce que c'est le monstre créé ou est-ce que c'est le créateur qui est dans ce cas? Pas de problème.
Il faut toujours laisser les organisateurs. C'est une question pour Isabelle, finalement, parce que quand on écoute ce que tu nous dis sur Scylla, et sa description par Homère d'abord, puis sa description par Ovide, il y a quand même une grande disparité dans la... Même s'il y a des éléments qui persistent, il y a une grande disparité. Alors je comprends bien qu'il y a pratiquement un millénaire entre ces deux descriptions et qu'on est en droit de penser que la description a pu évoluer au cours du temps, mais je pense que c'est la même chose pour d'autres types de monstres. Et finalement, il y a une métamorphose du monstre. Il y a une façon de transformer le monstre en fonction aussi de ce qu'on a à raconter. Et que je pense qu'il y a là un travail peut-être qui est intéressant dans la façon dont on fabrique le monstre pour un discours donné. Oui, en fait, c'est un peu perturbant quand on regarde l'iconographie et les textes littéraires. Il n'y a pas beaucoup de témoignages. C'est-à-dire que quand on parle des monstres de l'Antiquité, on a l'impression qu'on a plein de témoignages. Ça n'est pas le cas. Et donc, dans le cas de Scylla, l'ensemble des textes conservés tiendrait sur ce feuillet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses. En revanche, si on lit la littérature critique, là, on a une prolifération de tentatives d'interprétation pour essayer de concilier ce que tu viens de mettre en évidence, c'est-à-dire l'espèce de disparité incroyable entre la version homérique des choses et la version ovidienne. Entre les deux, on a une métaphore par-ci, dans le théâtre classique grec, une allusion par là chez des scholiastes, donc vraiment un maigre butin. Et en fait, je me suis référée au travail d'une anthropologue qui répond à un aspect de ta question, en montrant justement que les morceaux assemblés qui dessinent apparemment un ensemble disparate peuvent être expliqués et possèdent leur cohérence. Donc c'est elle qui a mis en valeur ce par quoi j'ai presque conclu, c'est-à-dire la cohérence d'une figure tripartite. Voilà, un monstre qui est doté des trois composantes. Après, il est bien évident que le mythe, c'est précisément une matière malléable, non circonscrite à l'intérieur de contours figés, mais dont chaque époque va s'emparer pour y projeter ses préoccupations du moment. Et Ovide, il se prénomme Magister Amoris, le maître de l'amour. Donc il va s'emparer de Méduse pour en faire une histoire d'amour, ou reprendre les variantes selon lesquelles Méduse était une femme qui avait été séduite par Neptune, etc. Et Scylla, il va en faire une histoire d'amour aussi, bon, même s'il y a des antécédents hellénistiques. Donc effectivement, le mythe a bougé. En revanche, ce que nous avons retenu du mythe de Scylla, c'est simplement l'expression passée de Charybde dans Scylla. Et si l'autre aspect du mythe de Scylla, la version ovidienne, n'a pas survécu dans notre imaginaire, c'est peut-être parce que la femme ne fait pas aussi peur que jadis. On peut l'espérer. C'est ce qu'on a discuté un peu à midi à propos de Frankenstein et de la transformation finalement de Frankenstein dans sa représentation au cours du temps, entre le 19e, le 20e et même aujourd'hui le 21e siècle. On a le sentiment vraiment qu'il y a un remodelage permanent d'une création qui est du début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, avec vraiment une réinterprétation permanente et une modification du regard qu'on porte sur ce mythe. Oui. Parce que nous sommes vivants et que nous voyons les choses différemment. Alors, du coup, je pose ma question. Non, j'en ai pour chaque intervenant. Pour la première intervention, donc, autrement dit, est-ce qu'il existe éventuellement des colas? Alors, je m'explique. Est-ce qu'on a donc l'enfant donc naturel de Charybde ici là? Autrement dit, est-ce que les monstres donc peuvent enfanter? Est-ce que les monstres peuvent se mêler et se reproduire? Voilà, ça c'était la question. Et puis l'autre interrogation, toujours sur la première communication, est-ce qu'il existe comme ça des figures monstrueuses où la métamorphose est réversible? Autrement dit, est-ce qu'on peut revenir au point de départ ou est-ce que c'est toujours à sens unique et à ce moment-là, c'est toujours
définitif. Voilà, 2 questions. Alors je pose tout de suite ma deuxième question, c'est sur la deuxième intervention, parce que comme ça s'arrête en gros jusqu'aux années 1840, après il y a d'autres théories qui apparaissent, notamment qui sont donc liées à l'hérédité. Et donc, vous savez, il y a une théorie qui dit que finalement, donc, il existerait donc des groupes humains qui seraient donc noyés dans le flot de l'humanité depuis la préhistoire, qu'on n'aurait donc pas forcément donc aperçus, qui se reproduiraient eux d'une génération à une autre génération, et qu'à ce moment-là, donc, finalement, si on n'appartenait pas à cette lignée-là, ben, on n'aurait rien, si je puis dire, à craindre. On ne produirait pas des enfants qui seraient à leur tour donc un petit peu monstrueux. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a toute une tendance qui précise ça, et donc d'une certaine manière, c'est une théorie qui est assez rassurante. Parce que si il n'y a pas l'hérédité, on ne peut pas devenir monstre d'un point de vue accidentel. Alors que là, évidemment, c'est un petit peu donc l'inverse. Là, la monstruosité se gagne par le biais d'un accident, quel que soit le dérèglement ou l'anomalie. Alors que la question donc, des théories héréditaires, elles sont quand même relativement fortes à partir des années 1840, parce qu'on explique à peu près tout avec l'hérédité. Il y a même un théoricien qui dit, bon, de toute façon, dans le domaine social, on ne peut rien faire, parce qu'il existe des pauvres nés, voilà, et donc soit on est pauvre né, soit on ne l'est pas, et donc de toute façon, c'est pas la peine d'avoir une action sociale. Voilà, donc c'est une théorie qui explique absolument donc, toutes les situations, et qui permet donc évidemment de ne pas intervenir, ce qui est assez commode quand même parfois. Voilà, je suis... Alors donc dans l'ordre, dans le domaine de la mythologie, les monstres ne se reproduisent pas. Ils sont inscrits dans une généalogie. Ils ont des parents. On a un texte fabuleux pour ces aspects-là, c'est la Théogonie d'Hésiode, qui nous raconte toutes sortes de créations, un contexte de création du monstrueux, mais les monstres de la mythologie ne se reproduisent pas. En tout cas, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Il n'y a aucune exception. Pour l'instant, je n'en vois pas apparaître. En revanche, du côté de ce que l'on a cru, c'est-à-dire en l'existence donc de peuples des confins qui seraient dotés de bizarreries anatomiques, par exemple les cynocéphales, les cyclopes, les blémies, les arimas, etc. Là, on imaginait le monstre non pas à l'échelle du cas particulier, singulier, mais à l'échelle de la race, donc susceptible de se reproduire. Donc ça, on a pensé ça c'est pas la mythologie, c'est vraiment l'histoire des idées. Et puis la dernière question, c'était y a-t-il possibilité de retourner en arrière et de reconnaître le statut, enfin de revivre le statut d'humain une fois qu'on est passé par la case monstre? Eh ben, c'est une question très intéressante. Il faudra que je cherche. Je n'ai pas l'impression d'avoir rencontré cela dans les métamorphoses, par exemple. Donc il n'y a pas d'espoir. Eh bien, pour le moment, je ne vois pas d'issue à ce coup de baguette magique qui permettrait de revenir, de faire machine arrière. J'ai pas vraiment c'était plus une remarque, enfin un complément, on va dire. Peut-être si, effectivement, ça permet aussi de faire un petit lien aussi avec le monstre, mais monstrueux caractère maladie mentale, avec les théories de dégénérescence de Camille d'Arrest, mais là c'est plus fin 19e. Effectivement, il y a peut-être un lien entre les théories héréditaires et... je sais pas. Merci en tout cas. Donc, question, interrogation, oui. Merci. Je vous remercie, comme tout le monde, de toute façon, pour cet exposé très enrichissant, pour l'un comme pour l'autre. Donc on a vu plusieurs types de monstres sous différents angles, la science, l'intériorité, mais finalement on ne s'est pas tellement penché sur l'essentiel, c'est-à-dire, pourtant on l'a survolé avec le physique, la corporalité, mais l'aspect en lui-même du monstre, c'est-à-dire la laideur. Et pourtant c'est ce qui nous vient en premier. On imagine toujours le monstre comme quelque chose de laid, alors que finalement les créatures sont subjectivement laides. Le vampire, on le voit très bien, a subi une telle modification qu'on est passé d'un Nosferatu immonde à un playboy à la limite du romantisme dégoulinant. Mais il y a aussi des monstres qui sont jolis, les licornes, les lutins, les fées. Et finalement, est-ce que
en se concentrant sur les monstres laids, on n'oublierait pas plutôt les autres monstres qu'on voit avec... j'ai pas envie de rajouter aussi les anges pendant qu'on y est, mais est-ce qu'on n'occulterait pas aussi l'apparence finalement? Parce que ça va tellement de soi de voir le monstre comme quelque chose d'affreux qu'on oublie qu'il y a aussi l'anomalie qui est belle. Enfin, voilà. Alors en fait, vous êtes ovidien, sans le savoir. Fantastique. Parce que précisément, votre remarque pourrait sortir de la bouche d'Ovide parce que justement, il insiste, il n'aborde pas le monstrueux avec le critère de la laideur, justement. Jamais. Donc, on a le tableau de créatures de la mythologie que vous connaissez tous, qui vivent une métamorphose. Elle est pensée donc comme une altération corporelle ou une modification, mais le critère de la laideur n'intervient pas. Donc ça, c'est un premier changement par rapport à la réaction que vous mentionniez. Et il va même plus loin que cela parce qu'il reprend ce qu'on appelait la tradition de l'éloge paradoxal. Et même, il va camper donc, au livre 12 des Métamorphoses le portrait d'un petit couple amoureux centaure. Et il va faire l'éloge de la beauté de la centauresse. Voilà. Donc la beauté de la créature composite qui tient à la fois du cheval et de l'humain, et va montrer la centauresse avec un peigne en train de se coiffer les cheveux. Voilà. Donc on a quelque chose de joli et qui répond donc qui a aussi sa filiation rhétorique. De mon côté, quand j'ai pas souvenir de la notion de beauté ou de laideur dans les descriptifs des entrées dans les dictionnaires médicaux. Peut-être à croiser avec l'entrée tout simplement de laideur. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée, mais c'est vrai que ça interroge sur le seuil des sensibilités à travers les époques. Savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, effectivement. Donc ça interroge de toute façon à travers les différentes époques. Mais dans le discours médical, jamais trouvé de traces, en tout cas dans le premier tiers, dans les concepts de monstrueux, monstres et monstruosité qui était sur l'esthétique corporelle. Autre question, interrogation sur la beauté des monstres? Oui, il y en a. Très bien. Merci. J'ai une question pour Isabelle. Dans ce que vous disiez, il y avait quand même l'idée d'une intériorité qui était exprimée à travers la transformation. Et je voulais savoir si justement le monstre n'était pas déjà monstre avant de le devenir vraiment physiquement, et que c'était vraiment une question de comportement humain qui devenait ensuite extériorisé, et savoir si il existe des monstres. Oui, c'est ça en fait, hein. C'est un peu le message implicite des Métamorphoses d'Ovide. C'est valable pour un bon nombre de ces personnages. On ne peut pas tous les lire selon cette grille de lecture, mais en tout cas c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux. Pour Lycaon, dont j'ai rappelé l'histoire très rapidement, qui était donc... Là, Ovide commente directement la métamorphose en disant, voilà, je vous raconte qu'il a changé d'apparence et qu'il est devenu un loup parce qu'il était déjà très cruel avant. C'est-à-dire que c'était un homme monstrueux, en quelque sorte, par certains aspects. Et pour Scylla, de manière patente aussi, voilà, il commente en laissant entendre qu'il y a un problème de comportement chez elle. Et du coup, ce serait une sorte de physiognomonie avant l'heure Oui, enfin, la physiognomonie consiste à interpréter des traits morphologiques en les dotant d'une propriété psychologique. C'est-à-dire que si vous avez le nez aquilin, comme celui de l'aigle, vous allez être un conquérant. Bon, alors on peut effectivement utiliser cette grille de lecture pour aborder ces changements d'apparence. Ouais. Sur cette question, je me permettrai, en tant qu'helléniste, d'apporter un élément de réponse. C'est le mode d'interprétation que l'on donne depuis les stoïciens à propos de la métamorphose des compagnons d'Ulysse empoisonnés par Circé qui se transforment en cochon. Donc c'est vraiment une interprétation moralisante
et qui rejoint aussi, plutôt que la physiognomonie, en fait, par exemple, les fables d'Ésope. C'est-à-dire qu'on classe les esprits, les modes de comportement, l'éthos, etc., des personnages, et on les figure par des ressemblances animales. Mais ça rejoint l'idée qu'il n'y a pas que les corps qui peuvent être monstrueux, en effet. Il y a les esprits. Et ça, la tragédie grecque en est pleine, en fait, hein, d'esprits, d'âmes monstrueuses, quoi. Et la métamorphose n'est simplement qu'une manifestation de quelque chose qui était déjà à l'intérieur. Et donc, dès l'Odyssée, on voit ça, en effet. Autre suggestion, complément, interrogation, question? Alors juste peut-être une précision, parce que ça peut être aussi une autre piste dans le panorama des monstres, c'est que au XIXe siècle, on l'oublie très souvent, pour aller à l'essentiel. Donc, vous le savez, au début du XIXe siècle, les périodiques qui ont le vent en poupe, ce sont les canards. Et ces canards donc, peuvent être vendus par la librairie de colportage, c'est assez important. Et donc ces canards s'effacent progressivement quand on assiste à l'irruption de la presse à grand tirage qui atteigne des tirages absolument donc mirifiques. Mais dans cette presse de colportage, et donc dans ces canards, il y a un être fantastique qui apparaît à un moment donné. La description de cet être fantastique a donné lieu à un certain nombre de rééditions, et c'est le canard qui a été le plus publié au XIXe siècle. Et dans ce canard, on trouve un être mystérieux. La scène se passe plutôt donc dans une mer. La description est assez floue. Ça peut être la Méditerranée ou l'Atlantique. Et là, ce sont des pêcheurs qui ont jeté donc leur filet de pêche. Et quand ils remontent à bord le filet de pêche, eh bien, ils ont emprisonné donc un homme poisson. Et cet homme poisson est de couleur jaune. Il est entièrement couvert d'écailles. Donc le canard raconte que les pêcheurs et les marins se sont précipités sur lui pour essayer de le capturer. Mais celui-ci ne s'est pas laissé faire. Il a glissé, si je peux dire, des mains des différents donc, marins. Et il s'est jeté donc par-dessus bord et il a regagné les flots. Donc là, on a un personnage, un monstre mystérieux donc voilà, dont on ne comprend pas, qui ne fait pas forcément donc peur, mais qui est évidemment étranger à l'humanité, mais en même temps qui laisse supposer qu'il existe aussi sur la planète voilà, d'autres êtres qui ne sont pas tout à fait des êtres humains, qu'on ne comprend pas, dont on ne soupçonnait d'ailleurs pas l'existence, mais du coup qui sont considérés comme des monstres parce que voilà, ils sont trop différents. Donc le monstre mystérieux est aussi un personnage qui est assez intéressant. Et le Loch Ness. Ah, mais on ne l'a pas pêché. Mais pour les figures d'hybrides aquatiques, par exemple, les sirènes, on a pu penser que c'était une confusion avec les lamantins. J'y pense avec l'histoire que vous venez de raconter. Bien. C'était juste pour dire qu'il y avait des monstres qui étaient transitoirement réversibles, comme par exemple les loups-garous, comme le Dr Jekyll et le Mr Hyde, qui a presque réussi à se guérir. En tout cas, il le contrôle. Et puis on trouve aussi dans les mythes modernes Hulk et le Dr Madder. Voilà, ce sont des monstres transitoirement réversibles. Et on peut aussi avoir aussi des rencontres monstrueuses, parce qu'il y a une bande dessinée dont j'oubliais le titre, et c'est juste quelques pages, qui, en quelque sorte, va mettre en scène deux types de monstres, la créature de Frankenstein et le golem. Voilà. Et donc là, on a deux créatures voilà, qui sont assez singulières, donc on peut imaginer le dialogue entre ces deux personnages. Finalement, c'est les mutants dont il est question, ceux qui arrivent à se transformer, c'est la mutation génétique qui fait ça. Je sais plus, oui. J'aurais une question parce que ça m'est venu avec le golem. Ce serait plutôt pour Monsieur Gaillard. Est-ce que les scientifiques du 19e siècle se sont penchés, j'ai pas envie de dire sérieusement parce que la science a toujours pas vraiment apprécié les mythes, mais le cas des homonculus, parce qu'il me semble qu'il y a toute une préscience, vous voyez un peu comme avec l'alchimie pour l'alchimie, l'alchimie pour la chimie, pardon, lapsus.
Parce que dans l'homonculus, il y a l'idée qu'on utilise la semence, qu'on veut créer un embryon, mais sans passer par la nature. Du coup, on reviendrait presque sur Frankenstein dans un sens. Sauf que là, on utilise carrément les parties qui ont été produites. Mais vu votre tête, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Je vais vous chercher, non, je ne vois pas. Non, enfin, moi, je ne vois pas. Je ne sais pas si M. Fischer... L'homonculus appartient bien à une mentalité qui sera celle du XVIIe, du XVIIIe, dans le cadre de la préexistence des germes, par exemple. À partir de l'instant où on commence à connaître ce que c'est qu'une cellule sexuelle comme l'ovule et le spermatozoïde, et que ces deux cellules sexuelles sont nécessaires pour fabriquer un embryon, le concept même de l'homonculus n'avait plus lieu d'être. Au XIXe siècle, ça n'existe plus. Ou ça peut toujours exister parce qu'on est dans... quelqu'un peut toujours avoir envie d'en parler et on est hors science. On est dans la fiction où on peut toujours... Mais dans la science qui se fabrique, l'homonculus est loin derrière elle. Pas de regrets, pas de remords, pas de questions rentrées. Donc à ce moment-là, on va faire une petite pause. C'est ça, à l'étage avec café, thé, etc. Et on se retrouve dans un bon quart d'heure. Donc ça fait 20 minutes, quoi. Parce que... Merci aux intervenants.